Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouvel épisode d'après la thèse dans cette belle rentrée 2026. Ouais, donc aujourd'hui, on va retrouver Pierre. Pierre, il est paléontologue et il est installé en Suisse. Donc, il va nous raconter son parcours, puis sa thèse au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, jusqu'à ses passages répétés au synchrotron à Paris, et puis le tout finalement entre la recherche fondamentale et la recherche technique. Et c'est justement cet aspect-là, l'aspect technique, qu'on va beaucoup plus aborder, de ce que ça veut dire aussi d'avoir un profil atypique comme celui qu'il a, et notamment pour les candidatures CNRS. Et puis on va aussi parler de son profil actuel, où il jongle entre ses propres recherches et puis aussi des suivis techniques pour assurer la recherche des autres. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour un nouvel épisode de Après la thèse en compagnie de ma compère. Ça se dit, Cécile? Oui, ça se dit, hein? Bon, ben, je sais Salut! pas, je sais pas. Ça va? Tout bien, et toi? Eh bien écoute, oui, aujourd'hui, pardon, oula, Oula! on part dans un pays avec un peu plus de fraîcheur. Voilà, puisqu'on part en Suisse retrouver Pierre. Salut Pierre! Bonjour Ben, bonjour Cécile et bonjour à toutes et à tous. Comment tu vas en Suisse? Parce que maintenant tu es en Suisse, aujourd'hui on va en parler bien sûr, mais comment ça se passe déjà la vie en Suisse? Juste en une petite phrase, comme ça fais-nous rêver. En une petite phrase, c'est un peu tout ce qu'on imagine. Le fromage est bon et chaud et fondu. En regardant par la fenêtre de mon bureau, je peux voir les Alpes. Alors là, c'est plus enneigé, hein, ça y est, il a fait un petit peu chaud. On voit le lac Léman et on a la forêt derrière. Donc imaginez une jolie petite ville avec des paysages assez variés et très sympathiques. Bon mais C'est vrai que c'est ça fait génial. rêver, hein. On va commencer, mais du coup, bon alors Pierre, OK. Pierre, 1er, question un peu pour avoir un peu ta fiche d'identité, si je puis dire. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, quel est ton enfin, dans quoi tu as fait ton doctorat? En quelle année? Où est-ce que tu l'as fait? Voilà, à partir du doctorat, voilà, où est-ce que ça se situe et qu'est-ce que c'est exactement? Alors moi, j'ai fait mon doctorat au Muséum national d'histoire naturelle à Paris et j'ai travaillé sur des problématiques de paléontologie, donc l'étude de fossiles pour comprendre l'histoire de la vie sur notre planète. Et c'est une thèse que j'ai soutenue fin 2014. OK. Tu l'as fait au MNHN. Est-ce que alors parce que les gens, je sais que, connaissent pas forcément très, très bien. C'est dans un laboratoire du MNHN exactement, pour être précis? Ah oui, c'est vrai que j'aurais dû préciser, c'est dans un laboratoire qui est un laboratoire dédié à la paléontologie qui s'appelait le Centre de recherche en paléontologie et paléobiodiversité, qui est maintenant le Centre de recherche en paléontologie de Paris. Ah! Je savais pas qu'ils avaient renommé, parce que je Ah je si. je connais ce labo, ouais, mais de nom et de réputation, mais je savais pas qu'ils avaient changé le deuxième P. Bah, l'acronyme reste le même. Ça, c'est pas rien, ça. Donc voilà, donc déjà, premier élément, pour ceux qui connaissent un peu le MNHN, quand on fait une thèse au MNHN, c'est une tutelle, c'est presque comme une université, le MNHN, mais c'est pas un labo en soi. Il y a plein de laboratoires, pour lequel on peut être chercheur au MNHN, en fait. Ouais, à la fin, les gens ont l'habitude de parler de l'institution parce que finalement, on fait sa thèse au niveau d'une école doctorale et l'école, c'est l'école doctorale du muséum. Et donc, finalement, peu importe le laboratoire d'accueil, c'est vrai qu'il y a ce côté identitaire, muséum de d'histoire naturelle. De Paris, tout à fait. Et donc du coup alors, donc OK, en 2014, tu l'as passé en paléontologie, et alors question donc, directement après ça, qu'est-ce qui se passe, finalement le lendemain ou le jour même, où tu apprends que tu es, nouveau, docteur? Ou même peut-être, dans mon cas, ça commence même plusieurs mois, voire peut-être même un an avant la fin de ma thèse. J'ai dit que ma thèse était en paléontologie, mais elle était un petit peu spécial, je travaillais d'un côté sur de la paléontologie classique, hein. J'allais dans mon cas en Belgique, dans des terrains de plus de 380 millions d'années, chercher des petits crustacés, des petits arthropodes fossiles. Mais une partie de ma thèse, c'était aussi d'essayer de comprendre comment la fossilisation de ces organismes, fonctionnait d'un point de vue chimique. Donc, j'ai assez rapidement eu une thèse un peu coupée en 2 entre décrire des fossiles, mais aussi utiliser, des méthodes de pointe, typiquement des accélérateurs à particules qu'on appelle des synchrotrons. Dans mon cas, celui qui est, sur le plateau de Saclay, à 20 kilomètres au sud de Paris, pour aller essayer de percer, les secrets de la matière en allant assez profondément et à très haute résolution dans les échantillons. Et l'histoire, elle a pas besoin d'être très longue, mais l'idée, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'assez rapidement, en fait, j'ai eu des résultats très intéressants qui ont fortement excité mes encadrants côté synchrotron, sur ces problématiques d'analyse pointue et de caractérisation chimique des fossiles.
Et la thèse, elle s'est coupée en 2. En fait, moi, j'ai pas vraiment fait une thèse, j'ai fait une sorte de 2 demi-thèses parce que les résultats intéressants, on les a pas eus sur les fossiles de crustacés de Belgique, mais sur des poissons que j'ai trouvés dans le Crétacé du Maroc qui avaient des muscles, minéralisés, de façon assez exceptionnelle. Donc très rapidement, c'était compliqué de mettre les 2 ensemble et en fait, ça a tellement excité, mes encadrants côté synchrotron, comme je le disais, que, très rapidement, s'est dessiné la possibilité pour moi d'aller faire un post-doctorat, au synchrotron pour continuer ces développements et ces résultats assez surprenants. Donc voilà, dans mon cas, tout s'est fait assez de façon automatique. J'avais pas fini ma thèse, que j'avais déjà un post-doctorat de 18 mois au synchrotron Soleil. Mais quand tu as fait ta thèse, tu voulais faire ta thèse en paléonto mais ça t'a pas gêné finalement de changer un peu, en cours de route comme ça? Ou tu voyais vraiment l'opportunité aussi de développer quelque chose de nouveau et tu étais super curieux? Je sais pas, hein. C'est un peu tout ça et en fait, on va revenir même avant la thèse. En fait, j'ai une formation multidisciplinaire, biologie, géologie et pendant mon master, j'avais beaucoup déjà utilisé ce genre d'approche de caractérisation géochimique assez poussée. J'aimais la paléontologie et en fait, c'était un sujet un peu parfait pour moi parce que, c'était vraiment l'idée d'aller faire les 2, de la paléontologie et d'utiliser des nouvelles approches, avec aussi l'idée d'avoir peut-être un profil, hein, pour le futur assez novateur et qui pourrait, me donner aussi beaucoup de chance peut-être de pouvoir, obtenir un job académique plus tard. OK, donc tu pensais déjà aussi pendant ta thèse à avoir ce profil un peu particulier? Parce que c'est quelque chose, on n'y pense pas forcément en étant jeune chercheur, mais toi tu l'avais déjà en tête. Alors j'y pensais et puis après c'est aussi des questions d'opportunité, au niveau des sujets de thèse qui existent. Ce sujet était financé, dans le cadre d'un projet, financé par l'ANR, et il y avait des échanges à long terme entre, mon encadrant côté, laboratoire de paléontologie du muséum et les collègues du synchrotron pour essayer d'appliquer ces nouvelles méthodes à l'étude de fossiles. Il se trouve qu'avec ma formation et quelques, connaissance déjà de ces méthodes. En fait, j'ai aussi fait le candidat idéal par rapport à des, candidats 100 paléontologues. Donc c'est une série d'opportunités, puis un petit peu de chance et puis le bon timing. On en reparlera peut-être plus tard, mais au moins une fois dans ma carrière, le timing a été plutôt bon. Alors justement, dans ce je quelques questions qui me viennent. Une première qui est un petit peu provocatrice, mais qui me servira de support pour la suite. Du coup, on part d'une thèse en paléontologie, donc on arrive après sur une première expérience, donc directement au synchrotron. On va expliquer ce que c'est juste après. Mais finalement, on est sur 2 champs, disciplinaires entre guillemets, parce qu'il y a le côté méthode et puis il y a le côté «paléontologue» entre guillemets. Si, tu m'excuses ma question provocatrice, dans quelle case on peut te mettre du coup? Est-ce qu'on peut te mettre dans une case? Tu peux me mettre dans la case, des chercheurs, très multidisciplinaires. Voilà. Ah par contre, si ta question c'est: «Est-ce que cette case elle existe?» Ça c'est un autre Eh beh, ça me un servira de autre support pour débat, tout à voilà. l'heure. Tout à fait. Non, non, mais moi je coche, au final, plutôt, toutes ces cases dont on a parlé et on pourrait facilement, avoir l'argument que, touche à tout, spécialiste de rien. Voilà, après je laisserai les gens, qui nous écoutent, se faire leur propre, opinion. Alors justement, on va continuer à développer, ju te ton parcours jusqu'à la Suisse aujourd'hui. Est-ce que tu peux, nous raconter un petit peu le premier jour, si je puis, alors quand je dis le premier jour, c'est une métaphore, hein, de cette nouvelle expérience, donc après la thèse finalement qui était plus ou moins déjà, fixée, quasiment un an avant, et aussi un petit exercice. Que tu peux nous dire aussi ce que c'est le synchrotron en 1 ou 2 phrases pour que les gens, sachent de quoi il est question? Voilà, alors comme je l'ai, rapidement mentionné tout à l'heure, le synchrotron, c'est un accélérateur à particules. Dans ce cas-là, on accélère notamment des électrons et en fait, comme dans certains grands accélérateurs, le CERN par exemple, pour rester en Suisse du côté de Genève, où on va accélérer des particules pour venir les faire, collisionner avec d'autres et typiquement générer des fissions nucléaires ou essayer de reconstituer certaines conditions du Big Bang, par exemple, ou faire naître des particules, comme le boson de Higgs, et ce genre de choses dont vous avez forcément entendu au moins parler. Bah, là, en fait, quand on fait tourner, ces électrons dans un accélérateur, en fait, il y a une perte d'énergie sous forme de lumière à chaque fois qu'on vient défléchir la trajectoire de ces électrons et cette lumière qui est des milliers ou des dizaines de milliers de fois plus intense que la lumière du soleil, on va la lancer dans des sortes de microscopes ou différents instruments pour avoir des analyses plus précises, plus fortes, plus sensibles, que leurs équivalents de laboratoire. En gros, en quelques mots, voilà ce qu'on pourrait dire. Et donc pour les premiers jours, bah, pour moi finalement, comme vous l'avez compris, c'était assez une suite de ce que j'avais fait en thèse. Donc, je connaissais les équipes, je connaissais les collègues, je connaissais les encadrants
La seule particularité, c'est qu'en quittant la thèse et le monde de l'académique pour aller au Synchrotron Soleil, qui est une société civile, ben, on se retrouve à avoir plutôt un emploi, côté presque industriel, hein, même si ça reste académique. Donc tout est assez différent d'un point de vue salarial, d'un point de vue fonctionnement. C'est une sorte de petit détour par le monde de l'entreprise, tout en ayant une activité, de recherche académique. Alors justement, c'est là où je voulais en venir, parce que pour connaître un petit peu le synchrotron, c'est vrai que ça fonctionne comme une entreprise, hein. Alors, est-ce que c'est une entreprise d'État? Je sais plus comment on appelle ça. Non, société civile, donc Non, société civile. Ouais, voilà. c'est ce système de société qui est à but non lucratif. Donc en fait, l'argent rentre de financeurs, publics. Dans ce cas-là, c'est le CNRS et le CEA, le Centre, d'énergie atomique en particulier. Et donc en fait, même s'il y a des accès payants pour utiliser ces techniques, notamment du côté industriel, l'idée c'est qu'il y a pas de bénéfices. Donc en fait, les bénéfices sont réinjectés à travers, en particulier, la jouvence des équipements, et ce genre de choses. Voilà, je connais plus assez le fonctionnement pour aller plus en détail, mais ça donnera déjà, je pense, une Non, mais bonne bien idée. sûr. C'est quelque chose qui est quand même à visée académique, mais qui fonctionne sous un système plutôt d'entreprise au final, quoi. Voilà, même si effectivement le but n'est pas de faire de la thune. En tout cas, si elle en fait, si l'excédent est fait, il va directement à la recherche, à la recherche académique. Et donc du coup, pour cette première expérience au synchrotron, est-ce que par rapport à peut-être tes collègues que tu avais pendant que tu étais en doctorat, les gens qui font des doctorats et qui font potentiellement des postdocs un peu plus normaux, si je puis dire, en termes contractuels, est-ce que ça a créé des divergences? Est-ce que vraiment tu t'es retrouvé dans un autre univers où finalement, bon, hormis ces quelques aspects administratifs secondaires, finalement, ça ne change pas grand-chose à ton début de carrière de chercheur postdoctoral? Un peu tout ça, très honnêtement. Après, on fait valoir un petit peu chacun nos compétences. C'est sûr que, par rapport à ce monde, de physiciens, comme on peut les imaginer avec des gens, la plupart des collègues au synchrotron ont tous une formation de physicien et peuvent, aller vraiment dans des très hauts niveaux du côté de la physique. En fait, l'activité de postdoctorant au synchrotron, elle est aussi d'accueillir les utilisateurs qui viennent faire des expériences. Et finalement, mon expérience multidisciplinaire, de connaître pas mal de sujets, ça peut aussi, permettre d'avoir des correspondances assez intéressantes et de pouvoir aussi comprendre les problématiques des utilisateurs, peut-être plus qu'un physicien qui, est, très au point sur, sa machine, sur, les propriétés physiques, mais ne comprennent pas forcément les questions, thématiques derrière les projets des scientifiques qui viennent de France et du reste du monde pour leurs, expériences très particulières. J'ai une question naïve, hein, mais pendant ce postdoc-là, comme c'était pas une institution genre le MNHN ou le CNRS, etc., le synchrotron, tu as publié de la même manière qu'un autre postdoc dans des journaux internationaux ou c'était plus axé sur des brevets, des choses comme ça? Alors dans mon cas, ma recherche, elle est, entièrement, académique et donc du coup, moi, j'ai continué à publier de la même façon que j'aurais publié si j'étais, affilié à un musée ou une université. Il y a bien sûr, certaines thématiques, qui, amènent à développer soit de l'équipement, soit des instruments ou voire même, typiquement le synchrotron, une des plus grandes applications en utilisant des rayons X, c'est grâce à ça qu'on vient avoir les rendus en 3 dimensions des protéines, par exemple, quand on voit ces hélices ou ces et donc ça, c'est tout lié à de la diffraction des rayons X. Et donc derrière, il y a quand même beaucoup de recherches pharmaceutiques qui vont avec des, objectifs qui peuvent être très différents de la recherche, qu'on publie et des questions de brevets. C'était pas mon cas, mais bien sûr ça existe, Mmh. de façon, assez importante, oui. Et tu resté combien de temps là-bas pour ton postdoc? Je suis resté mon postdoc où j'étais vraiment employé par le synchrotron Soleil, ça durait 18 mois et en fait, il y avait déjà, un arrangement avec un laboratoire du CNRS qui s'appelle IPANEMA, qui est un acronyme un peu compliqué pour l'Institut photonique d'analyse non destructive européen des matériaux anciens, qui est adossé au synchrotron Soleil, au sein duquel j'avais fait une partie de ma thèse déjà, pour que du coup Soleil me prenait 18 mois et eux me prenaient aussi 18 mois. Donc en fait, mon postdoctorat c'était 3 ans comme ça et ça a été prolongé même encore, plus longtemps que ça. Donc j'ai même eu 6 mois supplémentaires encore après. OK. Alors juste une petite parenthèse de précision avant de continuer, Cécile. Quand Pierre évoque Soleil, c'est le nom du synchrotron, c'est le nom général. Et Soleil, c'est le nom spécifique du synchrotron qui est au sud de Paris, parce qu'ils ont tous des OK. noms. Parce que moi, entre Voilà. Ipanema, Ah, les c'est C'est pour couilles compliqué. et ça. le Voilà, c'est soleil, ça. tu vois?
Mais C'est ça. ouais, ouais, après normalement si on coupe pas correctement, au début on a parlé la première fois que j'ai mentionné c'était le synchrotron accélérateur à particules, la deuxième fois j'ai dit le synchrotron soleil au sud de Paris et donc maintenant je dis soleil. Ça peut-être ça devrait couler, mais à voir. Oui, Non, oui, c'est non, bon. mais on On se s'en occupe. retrouve. Moi, je suis là Mm. pour les abréviations, pour le truc. Alors, je ne sais pas si soleil, c'est une abréviation ou si c'est juste un jeu de mots Si, si, avec sun en anglais, non? non, 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 C'est non, pas ça? c'est, alors aussi parce que du coup, le synchrotron, tu sais, c'est un accélérateur à particules circulaires avec, en gros, les lignes de lumière font comme les rayons du soleil. Donc si tu regardes du haut, ça Ah, ressemble à un soleil qu'on dessinerait comme un enfant avec un rond et des traits. Mais en fait, c'est ok. aussi un acronyme, c'est le Source optimisée de lumière, quelque chose du LUR. Et le LUR, à la fin, c'était un accélérateur qui existait avant qu'il s'est construit le synchrotron. Donc il y a une Ok, vraie non, je logique pensais que le jeu de derrière. mots était que l'abréviation était dans l'autre sens, que c'était sun qui voulait dire quelque chose S-U-N et que du coup on l'avait traduit en français pour le kiff et que ça s'appelait soleil. Ah, ok, 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 d'accord. Comment dirais-je? Donc, t'as fait ces premières expériences. Est-ce que tu as après eu des post-doctorats ailleurs, dans d'autres laboratoires autres que le synchrotron et Ipanema, qui est donc ce laboratoire avoisinant le synchrotron? Ah non, c'est après, cette expérience-là, que je suis parti finalement en Suisse, à l'université de Lausanne, au nord du lac Léman. Je peux en dire quelques mots de plus. En fait, c'était aussi un vrai choix de ma part de sortir un peu de ce monde, du synchrotron ou de laboratoire de caractérisation poussée, de matériaux anciens, dans le cas de ce laboratoire Ipanema. En fait, il me manquait un aspect stimulant dans mes recherches de retourner avec des paléontologues, des géologues qui s'intéressent à mes thématiques, parce que moi, j'étais finalement quasiment qu'avec des physiciens ou avec des archéologues ou des spécialistes, des conservateurs de peinture ou ce genre de profil un peu sur tous ces échantillons, ces matériaux plutôt anciens. Il y avait une vraie volonté de ma part de retourner dans un environnement un peu plus stimulant, pas sur les méthodes cette fois, mais sur les questions thématiques. C'est ça, parce que du coup je rebondis sur ce que je disais un petit peu en introduction tout à l'heure. Toi, finalement, ce que tu as développé mis pendant ta thèse et puis après avec ces premiers contrats postdoctoraux, c'est surtout des compétences sur les méthodes. Parce que là, tu nous parles, à la base, tu fais une thèse en paléontologie, puis là, tu nous parles d'œuvres d'art, parce que du coup, effectivement, ces techniques ou ces méthodes sont utilisées pour d'autres types de matériaux qui ne sont pas forcément les tiennes d'origine. Donc, j'imagine par exemple peut-être des tableaux, des sculptures, des choses comme ça, ou des artefacts archéologiques. Tout à fait. Et donc, du coup, tu te mets à te spécialiser sur des méthodes à proprement parler. Et ça, c'est intéressant. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait t'avoir, parce que du coup, donc, comme d'habitude, on préchote un petit peu les profils de nos invités. Et donc, tu as candidaté au CNRS quelques fois, si je ne m'abuse, et avec un projet du coup axé un petit peu peut-être sur ces méthodes, mais qui touche plusieurs bioindicateurs pour éviter les anglicismes. Et donc du coup, comment se sont passées ces candidatures CNRS donc pour être chargé de recherche, hein, si je ne me trompe pas? Bah, merci beaucoup pour le petit résumé de mes aventures Ah, c'est académiques. un métier, c'est Pierre, c'est gentil, je le prends le compliment, hein, c'est un métier, c'est un métier. Mais Voilà, donc bien sûr, c'est sûr qu'on parlait un peu de mon expérience, donc dans ce monde-là, c'est vrai que mon rôle, c'était essentiellement de développer des outils, mais aussi de les appliquer, hein, à des vraies questions, scientifiques. Et puis bien sûr, un peu comme tout le monde, mon but, c'était pas d'être postdoc toute ma vie, donc dès que, disons, mon CV et mon expérience étaient suffisantes, j'ai, essayé en fait assez rapidement, ma chance, notamment au concours chercheur CNRS. Ce que je pourrais dire avant de rentrer sur ce sujet, c'est que, après ma thèse, pendant plusieurs années, il y a quasiment eu aucun poste ouvert, par exemple de maître de conférence à l'université, au musée d'histoire naturelle en paléontologie. Moi, je suis sorti de thèse dans une période assez bouchée de ce point de vue-là, où il y a eu très peu de départs à la retraite et donc ma seule chance, d'être chercheur en France, c'était via les concours CNRS et donc j'ai postulé de nombreuses fois, j'ai été, auditionné de nombreuses fois, jamais été classé, souvent assez proche, mais ce qui souvent pêchait pour moi, c'était que, et ben, au moment de faire les derniers choix, il y avait toujours quelqu'un dans le jury pour dire que mon profil n'était pas chercheur, mais plutôt ingénieur, à cause de, tout mon temps passé à plutôt développer ou optimiser des outils. Donc ça a jamais fonctionné pour moi et typiquement une des critiques, c'était: «Il faut arrêter d'être, ingénieur de recherche, de développer des méthodes, il faut les appliquer à des vraies thématiques» et donc c'est aussi pour ça, hein, c'est aussi ça qui m'a poussé
à vouloir un peu changer d'horizon et à retourner un petit peu dans une université ou un institut ou un laboratoire, plus dans mon domaine, hein, pour avoir ce côté stimulant et pouvoir échanger plus et pouvoir essayer de sortir du développement des méthodes pour aller plus vers l'application des vraies thématiques et si possible pour le CNRS, des thématiques qui parlent au plus grand nombre, hein, pour pouvoir se faire une place parmi les rares élus. Et est-ce que tu as fait des enseignements aussi quand tu étais postdoc ou est-ce que ça t'a jamais vraiment trop intéressé? Ou est-ce que tu savais que de toute façon c'était bouché tous les postes de maître de conf et cetera et que tu voulais pas perdre de temps non plus à te créer un CV pour, ces postes-là qui n'allaient pas ouvrir de toute façon que Alors ça c'est une super question et mon cas, il est assez particulier. Avant d'aller en master, plutôt, à vocation recherche, moi j'étais intéressé par l'enseignement, donc j'ai fait la préparation pour le CAPES à l'époque et moi j'étais typiquement dans les premières années où il fallait un master pour avoir le CAPES et donc enseigner j'adorais ça et ça me plaît et on en reparlera peut-être un peu plus tard. Après il se trouve qu'en thèse, j'ai pas eu l'opportunité parce qu'étant sur une bourse ANR qui commençait plus tard, je pouvais pas être, moniteur à l'époque. Donc je pouvais pas faire d'enseignement et puis après au synchrotron, il y a pas d'enseignement. Dans l'autre laboratoire où j'étais, il y avait quasiment pas d'enseignement. Donc globalement, je prenais un petit peu les heures quand on pouvait parce que mes encadrants et les collègues savaient que ça me plaisait. Donc voilà, j'ai pas vraiment eu l'opportunité donc mais je l'ai fait dès que j'ai pu. Parce que aussi je savais très bien qu'il fallait en faire pour pouvoir, créer ouais. cette partie de dossier, quoi. Et avant de rejoindre, du coup, l'étape, actuelle dans laquelle tu es à Lausanne, une autre question. Pourquoi, pourquoi pas les concours d'ingénieurs de recherche, du coup? Est-ce que ce sont des concours parce que les gens connaissent peut-être pas trop, tu vas peut-être nous expliquer un peu en détail, mais les concours d'ingénieurs de recherche, de ce qu'on en comprend, c'est des concours qui sont très ciblés. C'est-à-dire, c'est pas ouvert comme un chargé de recherche, genre: «Venez avec votre recherche et puis on verra si ça passe». Ce sont des concours qui ressemblent plus à des entretiens d'embauche, je dirais plus traditionnels pour ceux qui veulent se projeter, c'est-à-dire qu'on a besoin de quelqu'un qui fait ceci, et donc du coup, si on ne fait pas ceci, bah, c'est pas la peine de se pointer, quoi. Mais du coup, la question est peut-être qu'il y en avait peut-être pas, ou alors est-ce qu'il y a que le CNRS qui embauche et il y a pas d'autres tutelles et d'autres organismes de recherche? Pourquoi pas les concours d'ingénieurs de recherche au final? Ah moi je pense que tu as parfaitement résumé la situation. Après, moi je voulais vraiment faire de la recherche et être chercheur. Donc le fait que les gens me cataloguent plus comme ingénieur de recherche, ça c'était une vision de ces personnes-là et ça a jamais été la mienne. Heu, L'option, si on peut dire ça, ou le pari que moi j'avais pris, c'était d'essayer de me démarquer un petit peu des autres collègues paléontologues classiques en ayant cet attirail, technique, méthodologique, avec moi pour, ouvrir un peu des nouveaux champs, essayer d'être quelqu'un un petit peu incontournable qui peut travailler avec beaucoup de personnes et essayer de me rendre un petit peu comme ça indispensable pour, augmenter mes chances de faire mon trou, dans la recherche, ce qui n'a pas fonctionné, on en reparlera un peu plus tard. Donc en fait non, c'était même pas une question, l'aspect ingénieur de recherche. C'est venu, beaucoup plus récemment, quand au final, toutes les portes étaient un petit peu fermées devant moi pour ce qui est chercheur ou professeur ou maître de conférence. Et donc en effet, après tu as très bien résumé, ces postes-là sont pour la plupart du temps fléchés sur des thématiques, dans des labos particuliers et on recherche des compétences particulières qui, finalement les miennes, très techniques dans la paléontologie, sur des thématiques que quasiment personne ne fait, c'est rarement le cas. On pourrait juste ajouter que, et peut-être ça fera la transition avec ce qui viendra après, après une première expérience en Suisse, je suis retourné au muséum d'histoire naturelle où justement il y a eu l'idée d'essayer de développer ces thématiques, pas qu'en paléontologie, mais pour tous les thématiques de l'histoire naturelle et donc j'ai occupé, un contrat, temporaire, un CDD d'ingénieur de recherche sciences des matériaux où le but c'était un peu de faire le pont entre les questions scientifiques au muséum, tout laboratoire confondu et l'utilisation de ces approches innovantes que j'avais développées ou que d'autres avaient développées côté synchrotron comme des outils à même de peut-être pouvoir répondre à des questions émergentes, pour lesquelles, les chercheurs n'avaient ni les compétences physico-chimistes, ou, la connaissance des méthodes, et comment, on pourrait maintenant, en 2022, à l'époque, répondre à certaines questions, sur certains matériaux, quoi. Donc ça a été un petit peu c'est un petit peu à ce moment-là où j'ai un peu abandonné, l'idée, même jamais complètement, hein, de peut-être avoir un jour un job de chercheur et d'essayer de mettre, si on me considère comme un ingénieur de recherche, d'essayer de mettre le paquet aussi, là-dessus. Mais est-ce que du coup, alors justement, avant de transiter, de terminer sur la Suisse là, est-ce que du coup on peut se permettre de se poser la question finalement? Alors c'est une question qui est ouverte, j'ai pas du tout la réponse, c'est juste que par rapport à ton expérience, j'essaie de cibler ça. Est-ce que finalement
la recherche de méthodes pour une institution comme le CNRS, c'est une catégorie à part au final. Parce que moi, quand je t'écoute, après, je connais quand même un petit peu tes recherches et tout. Développer des méthodes, ça reste de la recherche aussi. En fait, il y a plein de. Le privé fait très bien ça, par exemple. Mais finalement, est-ce que c'est aussi cette politique que l'on peut avoir nous, cette culture? Après, quand je dis politique, c'est pas je dénonce rien du tout. Hein, j'ouvre juste pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que justement la limite elle est pas là, quoi? C'est-à-dire que développer des méthodes, bah, c'est une autre catégorie, en tout cas culturellement, pour chez nous, ou pas nécessairement. Je pense que présenter comme tu le fais, la plupart des gens seront complètement d'accord avec toi pour dire que développer des méthodes, ça fait partie du travail et c'est comme ça aussi qu'on va, pouvoir aller, titiller des nouvelles questions et avoir de nouvelles réponses sur tout un tas de thématiques. Après concrètement, je sais pas si j'ai été malchanceux ou si le timing était mauvais, mais c'est vrai que dans tout ce qui était un petit peu, comité de recrutement, les personnes, présentes dans les jurys et les commissions, n'avaient peut-être pas forcément la même idée, mais après c'est aussi très compliqué. Il y a plein de candidats surqualifiés ou en tout cas très qualifiés et il faut trouver des raisons d'éliminer certains candidats pour pouvoir choisir un à la fin et les personnes pluridisciplinaires, c'est assez connu, peuvent en souffrir, à différents niveaux. Mais moi je pense qu'il y a pas de voilà, si on pouvait je pense que ces personnes, si elles pouvaient recruter 10 nouveaux chercheurs et chercheuses, le feraient. On a aussi des circonstances qui font que c'est pas simple. Voilà, je peux c'est difficile là, ma réponse elle est pas très construite, mais je pense qu'il y a un peu de tout ça. Oui, je pense qu'on peut pas vraiment non plus savoir, dans le détail ce qui s'est passé dans les comités. À chaque fois, on se pose 1000 questions et puis on ne sait pas de quoi ils ont discuté exactement et comment ils ont fait leur choix. Et donc tu disais, tu es parti de Lausanne pour repartir au MNHN, tu as fait un postdoc là et ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup après une première expérience de postdoctorat en Suisse à Lausanne, hein, où là j'étais, postdoc, donc je faisais vraiment essentiellement de la recherche. Alors, c'est l'université donc et en Suisse on a un système assez, pyramidal où, on a un professeur, une professeure dans mon cas de paléontologie qui a plusieurs postdocs et en dessous il y a plusieurs doctorants et donc en fait un petit peu tout le monde aide la professeure, avec, les laboratoires, avec l'enseignement, notamment, l'aide aux travaux pratiques, hein, qui sont très importants en paléontologie. Et donc je suis reparti en effet, au Muséum d'histoire naturelle à Paris pour cette première expérience pour moi en tant qu'ingénieur de recherche, hein, de faire le pont entre, les chercheurs du muséum, et les techniques synchrotrons pour simplifier, avec la promesse d'avoir un job permanent, qui ne s'est pas tenu et donc il a fallu, réfléchir à autre chose et du coup, je suis retourné en Suisse parce qu'il y avait un autre, poste cette fois d'assistant de la professeure qui était disponible et donc là, j'ai pu faire ces dernières années, beaucoup plus d'enseignement, m'occuper beaucoup plus des laboratoires, des étudiants, avec toujours une activité assez importante de recherche. Et c'est ton poste actuel? Et non, ça c'est pas mon poste actuel parce Ah, que finalement, j'ai obtenu un poste plus permanent que j'ai commencé le mois dernier, donc en juin, 2025. Alors pas un poste de chercheur, mais du coup, j'ai un poste, un équivalent ingénieur de recherche, hein, pour rester dans le sujet où en fait je suis, la personne qui est responsable, d'un certain nombre de laboratoires, ça inclut, de s'assurer que les équipements fonctionnent. Alors dans mon cas, c'est des microscopes optiques, c'est différents systèmes d'imagerie, mais on a aussi, un laboratoire, avec des aquariums qu'on utilise pour, élever des petits organismes, notamment des crustacés que les collègues après viennent décomposer, pour essayer de comprendre encore une fois à travers la décomposition, des organismes, la fossilisation, en tout cas les premiers stades de fossilisation. Et puis on a, des laboratoires aussi, d'analyse ou de préparation chimique où on peut dissoudre les roches, dans l'acide, pour extraire des petits fossiles ou différents, minéraux selon un petit peu les recherches. Donc, moi j'ai cette charge-là avec une fraction, de mon temps, pour de la recherche propre aussi. Donc j'ai toujours, au moins de façon permanente, et là dans mon cas, mon contrat il est à 80 dont 20 de recherche en paléontologie. Donc finalement un joli, entre 2. alors justement, bah, je voulais en fait, je voulais terminer justement sur cette note-là. Alors, avant, c'est quand tu dis 80%, dont 20%, c'est donc ça veut dire qu'il manque 20%? Ou c'est 100%, 80% tu fais de l'ingénierie et 20% de la recherche? Donc je suis payé pour 80 ça veut dire 4 jours par semaine et dans OK. ces 4 jours par semaine,
il y a 3 jours où j'ai des charges de laboratoire, de former les utilisateurs, de m'occuper des instruments et cetera et donc 1 jour de recherche. Alors après, Et c'est sur le papier, hein, ça peut bien sûr. dépendre en fonction du temps, de la demande des utilisateurs et cetera. Et donc là, c'est un poste permanent, C'est un poste permanent en Suisse. en Suisse. Félicitations, Merci. c'est beau. C'est vrai. C'est beau, c'est magnifique. Mais alors du coup, moi, je voudrais un petit peu conclure, parce qu'on arrive à échéance de notre podcast, et je voudrais quand même finalement un petit peu conclure et revenir sur ce que je disais avant. Alors évidemment, c'est cousu de fil blanc, hein, ce que j'amène, mais est-ce que finalement, c'est pas ces types de postes d'ingénieur de recherche, on va l'appeler comme ça en Suisse, Mmh. on va dire que c'est le même principe que chez nous, est-ce que finalement, c'est pas juste une autre façon de faire de la recherche? J'ai quelqu'un que je connais bien, qui m'avait dit, «Bah, tu vois, ingénieur de recherche, c'est un peu comme maître de conférence. C'est juste qu'au lieu que ça soit, une partie recherche, une partie enseignement, et ben c'est une partie, ingénierie, donc gestion de plateformes, des choses comme ça et une partie, recherche». Alors c'est peut-être pas 50-50 certes, mais est-ce que finalement c'est pas une autre façon aussi de, valoriser, son expérience de recherche académique et puis de faire de la recherche? Ah tout à fait et puis, aussi on peut s'épanouir de façon différente, moi j'y vais aussi beaucoup de développement de méthodes et dans mes activités hors recherche, il y a aussi l'idée de peut-être développer des nouveaux outils pour l'institut dans lequel je travaille et donc en fait, finalement pour moi c'était un petit peu le combo, si on peut utiliser ce vocabulaire-là un peu rêvé, d'avoir un peu, tous les aspects, que j'ai travaillé ces, 12 dernières années, allez 15 si on compte la thèse quoi. Hem, donc ça, c'est plutôt une force. Après, c'est sûr qu'un profil comme le mien, il correspond bien aussi à ce genre de profil. Je pense que les personnes qui m'ont recruté étaient assez, et je l'ai entendu, assez surprises de voir, quelqu'un qui puisse cocher autant de cas sur ces aspects. En général, sur ces postes-là, à des niveaux qui sont quand même considérés moins bons que chercheurs ou maîtres de conférences, on a des gens qui touchent à, certains des aspects et c'est vrai que, ça aurait été peut-être un des bienfaits de mon parcours assez divers. C'est que là, pour le coup, je collais vraiment à tous, les axes du profil, quoi. Mmh. Est-ce que ton boulot aujourd'hui te plaît? Est-ce que tu as des regrets? Tu as le droit aussi d'avoir des regrets, ou est-ce que pas du tout? Est-ce que tu dis que finalement, tu as fait tout ce chemin-là pour arriver à quelque chose qui te plaît vraiment, C'est toujours une question pas facile à répondre sans avoir été préparé. Mmh. Je je dirais qu'en fait, ça me plaît beaucoup et les raisons, elles sont multiples, mais peut-être la principale, c'était que, donc moi, j'ai soutenu ma thèse il y a presque, 11 ans maintenant, les portes étaient de plus en plus rares à s'ouvrir devant moi. Ça faisait quelques années où je pensais vraiment à que je devrais quitter le monde académique que j'adore et je ne me voyais pas faire autre chose que au moins en partie de la recherche, et donc dans ce cas-là, juste de pouvoir continuer et puis finalement ces aspects aussi de formation des utilisateurs, qui se rapprochent assez de l'enseignement, par lequel j'avais commencé avec cette formation CAPES. Finalement, c'est une bonne façon de boucler la boucle et je suis vraiment pas mécontent, même plutôt très content. Alors, il faudra peut-être refaire une autre, reposer la question peut-être dans 10 ans, on verra mais Oui, c'est ça, les choses évoluent aussi et puis ça se trouve, tu aurais eu ce poste-là, 3 ans après ta thèse, tu aurais pas aussi vu les choses de la même façon. Je pense qu'au bout de 11 ans, il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte, quoi, Il y a une dans la dynamique qui vie. s'est mise en place aussi, ouais, tout à fait et C'est c'est ça ça. ça ouais. permet aussi de créer du dynamisme, pardon. Ah puis c'est tellement compliqué de pouvoir trouver un poste, qui nous plaît, même s'il nous plaît pas à 100. Je dis pas que c'est mon cas, hein. Qu'à la fin, il faut savoir aussi se satisfaire Oui. de ce qu'on peut avoir quand, ça se rapproche à 95 de ce qu'on aimerait donc non, non, moi de ce point de vue-là, je suis très content et en plus, ça bouclera la boucle avec le début du podcast mais c'est vrai que cet environnement, les villes de taille, une ville à taille humaine, un joli environnement entre la montagne, la forêt, le lac, heu, si j'ai aussi, ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est le cadre de vie que j'ai choisi parce qu'après plus de 10 ans à Paris, sincèrement, moi qui viens de la campagne, 50 habitants, 120 vaches, ça devenait compliqué, quoi. J'en pouvais plus des transports en commun et même quand j'y retourne régulièrement pour des analyses ou différents événements, des réunions, des congrès, c'est vrai que je suis content d'y retourner, mais très rapidement, dès que je dois prendre les transports en commun pour traverser Paris et aller sur Saclay, c'est vraiment fatigant, quoi. Donc j'aurais pas pu faire ça encore, tous les jours pendant des années.
Je te comprends. Bon, mais Cécile, les billets sont réservés. Voilà, j'ai fini. J'ai réservé donc 2 billets de train Ah bah ouais, non pour mais Lausanne. Alors toi, ça sera un peu moins loin parce que t'es pas très loin, c'est de l'autre côté des Alpes oui, au c'est final. vrai. Mais voilà, écoutez, moi j'arrive, donc j'ai pris première classe quand même pour toi parce que je sais que voilà, c'est des choses que tu apprécies. Et Merci. comment lancer des petites rumeurs comme ça. C'est ça, c'est Bon, clair. merci beaucoup Pierre pour ce moment. Est-ce que tu aurais un dernier petit mot à nous partager, peut-être un conseil à donner à des jeunes chercheuses, à des jeunes chercheurs qui sont actuellement en doctorat ou peut-être qui sont en master et qui se cherchent un peu, savoir s'ils y vont ou s'ils y vont pas parce qu'ils ont une opportunité? Oh, alors moi, le conseil, il sera simple, je pense que si vous aimez ce que vous faites, il faut pas hésiter, il faut y aller. Et en plus, tout ce qu'on peut vous dire comme conseil, peut s'avérer être, bon ou mauvais dans quelques années. Mais si vous faites ce que vous aimez et vous y croyez et vous vous donnez, les moyens de réussir, il y a pas de raison que ça fonctionne pas et c'est ce que moi j'ai pu voir, autour de toutes ces années. Eh bien super, merci beaucoup, Très encourageant. c'est un bon conseil. Alors le problème c'est qu'il dit que tous les conseils sont pas bons. Alors est-ce que celui-là il est bon? Bon celui-là on le On sait prend pas, et puis après les on autres, verra. voilà, c'est ça. On dira Merci beaucoup, s'il était Pierre. bon ou pas. Ouais, merci beaucoup. Merci à Écoute, vous. eh bien merci à toi et on se retrouve nous Cécile pour un prochain épisode dans un mois. C'est ça. Merci beaucoup, Pierre, ouais. Et puis à très bientôt, Ben.